Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Coucou, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remontrer un petit peu les installations depuis la dernière fois quand je vous avais vraiment montré. Donc j'avais fait une vidéo où je vous montrais un petit peu les installations, les tubes de raccord qui m'avaient coûté la peau du cul et un peu voir tout comment ça se passe. Alors, où on en est exactement là maintenant? Nous avons l'émisseur Barbarus, alors ici, là, en fait tout ce qu'il y a dessus, à part ça et ça. Même le nid d'en dessous, ce sont les Messor Barbarus. L'aire de chasse est beaucoup plus vide que d'habitude depuis que j'ai fait l'extension. Par contre, regardez comme c'est blindé. Non mais là c'est un truc de fou. Je vais essayer de couper peut-être une lumière parce qu'il y a beaucoup de reflets. Ici, je m'en sers aussi du coup comme aire de chasse. Alors, je mets beaucoup de graines pour oiseaux exotiques, quelques verres de farine, des choses comme ça. Et après, elle circule vraiment avec le tube. Et elle passe d'un nid à l'autre. Alors c'est une vidéo où je voulais absolument vous montrer un peu tout ça. Alors on va déplacer certaines choses. Cette partie là, je vais la garder plutôt sèche pour qu'elle puisse mettre les graines et c'est ce qu'elle commence à faire. Cette partie là et cette partie là seront des zones sèches. Et du coup c'est là où on peut retrouver toutes les graines. Le stock de graines se trouve maintenant à présent ici. Elles se sont très bien organisées parce que dans la nature, les Messor Barbarus font donc des stocks au niveau des graines. Et ce qui se passe, c'est qu'elles stockent les graines dans des endroits secs pour pas que les graines germent dans le nid. Donc se mettent à s'ouvrir, tout ça, à grandir, des plantes se mettent à pousser dans les nids. Alors généralement, les Messor font des greniers de graines, donc c'est du stock de graines. Et elles le font dans les parties secs. Donc ici, je vais le laisser sec pour le grenier de graines. Ensuite, là, nous avons la partie humide avec le couvain. Je vais vous montrer ça après. C'est blindé, comme vous pouvez le voir, parce que les Messor Barbarus, l'air de rien, elles aiment pas mal l'humidité. C'est rempli à fond de couvain. Et tout le dôme, je l'humidifie avec la réserve d'eau qui se trouve ici. Et du coup, nous avons énormément de fourmis dans le dôme. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau d'un défaut, je ne sais pas trop si on peut considérer ça comme un défaut, mais moi, je pense que oui. Les fourmis arrivent un petit peu de temps en temps à passer d'une salle à l'autre par ces côtés-là où elles ne sont pas censées passer, comme vous pouvez le voir. Et j'ai peur qu'à la longue, des fourmis comme celle-là, par exemple, restent bloquées et meurent, coincées ici. Voilà, il y a les fourmis qui arrivent quand même à circuler à certains endroits où elles ne sont pas censées aller. Bon, du moment qu'elles ne se barrent pas par là et qu'il y a la réserve d'eau, ça va. Là, comme vous pouvez le voir, les fourmis ne passent pas du tout à cet endroit là. Plus ça va vers le haut, plus elles ont une facilité à se déplacer. Et ensuite, bon, il y a la partie de derrière du dôme. Il y a une entrée à ce niveau là, donc ici, et une entrée à ce niveau là. Bon, là par contre, les réserves d'eau qui s'épuisent énormément vite parce que les Messor, plus il y a de fourmis, plus il y a de graines, parce qu'il faut les nourrir, donc on met beaucoup de graines. Les graines, elles fabriquent du pain à fourmis avec les graines, donc il leur faut beaucoup d'eau. C'est très bien d'avoir des abreuvoirs en permanence dans l'aire de chasse. Là, ça fait les abreuvoirs comme ça, généralement, ils font 2-3 jours seulement sur une colonie aussi grande. Alors, il faut que je remplisse tous les 2-3 jours. Là, comme vous voyez, c'est vide. Je vais les remplir tout à l'heure. Et les fourmis vont se blinder. Elles vont vraiment récupérer énormément d'eau. Et ça, c'est la partie, en fait, où les fourmis cumulent tout le dépotoir, tout le déchet que je dois ramasser de temps en temps. On met les Crématogaster scutellaris qui se portent à merveille. Bon, c'est une colonie très crade, hein. Crématogaster scutellaris, c'est vraiment des fourmis qui sont assez crado, contrairement aux Messor où le nid est toujours propre. Et il y a vraiment un coin détritus. Les Crématogaster utilisent aussi les détritus à l'intérieur du nid. C'est magnifique, c'est dégueulasse. Il y a toujours plein de larves, pas de cocons, j'allais dire des bêtises. Les Crématogaster ne font pas de cocons, les Messor Barbarus non plus. Alors c'est des larves, des nymphes et des grappes d'œufs. La colonie se développe très bien. Le secret pour réussir avec les Crématogaster scutellaris, parce que je sais que beaucoup de personnes n'y arrivent pas avec cette espèce, déjà c'est d'être patient, parce qu'elles se développeront surtout la deuxième année et non la première année. Mais c'est surtout que le nid doit être vraiment 100% sec. Attention, les Crématogaster ne supportent pas l'humidité. Le nid doit être vraiment entièrement sec. Et du coup, il doit y avoir en permanence un abreuvoir dans l'aire de chasse avec de l'eau pour qu'elle puisse abreuver tous les jours, constamment. Mais le nid doit rester surtout très sec. C'est le secret avec cette espèce.
beaucoup chauffées aussi parce qu'elles aiment énormément la chaleur. La petite colonie du coup de Camponotus nicobarensis. Alors ça y est, j'ai enfin des œufs, des larves, du couvain qui recommencent à se développer petit à petit. Donc on va voir comment ça se passe. On va beaucoup surveiller cette colonie pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Ici, donc les Camponotus fait là toujours en pleine explosion comme d'habitude. Si on retourne le nid, voilà ce que ça donne actuellement. Tous les cocons, elle les situe toujours dans la salle la plus haute, donc là où il fait le plus chaud parce que ça chauffe par en haut sur cette partie-là de la vitrine. Ici, à peine un peu plus bas, nous avons des larves. Ici, à ce niveau-là, quelques larves aussi. Et après, plus on descend et on a de moins en moins de couvains, plutôt des ouvrières, quelques larves de temps en temps. Beaucoup moins d'humidité. Voilà, il y a une période où elle ramenait de l'eau au nid et je ne sais pas pour quelle raison. Et là, par exemple, il y a beaucoup moins d'humidité. Elles ont décidé de ne pas le faire actuellement. C'est très bon signe. Tout va très très bien pour le moment. Pas tant de couvains que ça. Je peux observer là-bas, mais vous le verrez peut-être pas à la GoPro, qu'il y a une toute petite grappe d'œufs. Donc la reine a continué à pondre. Ça, il y a vraiment aucun problème. Bon, je vois pas l'intérêt de continuer à agrandir le nid pour le moment. Parce que c'est, je fais un petit rappel, c'est des trappes en fait. Tout simplement des trappes. On peut fermer et ouvrir les parties, ce qui fait que le nid évolue au fur et à mesure du temps. Plus la colonie grandit, plus on peut ouvrir de trappes. Là, j'en ai ouvert une, deux trappes. Et du coup, les fourmis elles vont jusque là. La trappe là, elle est entièrement fermée. Donc je vais la laisser entièrement fermée pour le moment. Et quand ça sera bien blindé, j'ouvrirai cette trappe. Et elles auront accès jusqu'à cette nouvelle trappe, encore à toute cette partie-là. Et ensuite, la dernière trappe, qui donne accès à toute la partie du haut avec des salles énormes. C'est vraiment un nid que j'adore, top, super esthétique, super bien conçu. Et en bas, nous avons les Phédolnoda, totalement explosifs comme d'habitude. Alors là, c'est une aire de chasse entièrement vide qui pour le moment ne me sert pas à grand chose. Même si je la trouve super belle. Regardez. Pour l'instant, je m'en sers pas. Je verrai. Peut-être pour des Formica rufibarbis. Alors là, je mets un cache, ce qui n'est pas du tout obligatoire chez les Phédolnoda de mettre un cache. Voilà, je le mets parce que je ne chauffe pas du tout en bas. Donc c'est la partie la plus froide de la vitrine. Parce que la vitrine, elle est sur plusieurs étages. Bon, en haut, il n'y a pas de fourmis. Hein. Mais du coup, elle se retrouve là, là et là. Plus on monte, plus c'est chaud. Donc les Messor Barbarus sont au point le plus chaud avec chauffage du coup par là et chauffage juste en dessous. Et celle-ci, il n'y a pas de chauffage ni au-dessus ni en dessous. Donc cette partie-là n'est pas chauffée. Mais comme elle se retrouve dans la vitrine, il y a quand même un minimum de chaleur. Il y a quand même pas mal de degrés en moins par rapport aux espèces qui se retrouvent toujours de plus en plus haut. Donc c'est juste une petite vidéo comme ça de suivi pour vous dire que tout va bien depuis mes nouvelles installations, que j'ai toujours de très gros projets au niveau des fourmis. Je suis plus que motivé. Je vais acheter beaucoup de tubes, donc de rouleaux de tubes de raccord de différents diamètres. Et d'ici cet été, je pense qu'il va y avoir une grosse explosion dans mon élevage. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver, pas mal d'agrandissements. Ça risque d'être super, surtout au niveau de l'observation. Là, comme vous pouvez le voir, les Phédolnoda, en fait, elles sont hyper agiles. Et on les voit bien faire tout le chemin jusqu'à l'aire de chasse et des différents nids. Parce que de ce nid-là à ce nid-là, il y a quand même un très long tuyau. Et après, de ce nid-là à l'aire de chasse, il y a encore un tuyau vraiment très grand. Allez, on va faire une petite pause pour la question du jour. J'aimerais savoir, tout simplement, si vous avez une aventure, une histoire à raconter avec des fourmis. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui vous a marqué avec des fourmis, le fait que vous ayez une évasion dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, le fait que vous ayez vu un jour des milliers de fourmis volantes, ou sinon un jour peut-être que tu t'es assis quand tu étais petit, les fesses à l'air sur un nid de fourmis rouges et tu t'es fait piquer. J'aimerais savoir, voilà, dites-moi en commentaire, racontez vos histoires les plus marrantes possibles sur ce qui s'est déjà passé chez vous avec des fourmis. Pour ma part, j'ai pas grand chose à raconter de spécial, surtout que l'élevage de fourmis m'a toujours énormément fasciné.
Surtout quand j'étais petit, je regardais beaucoup les fourmis volantes dehors. J'essayais de comprendre un petit peu leur fonctionnement. Mais je croyais que les fourmis volantes étaient vraiment des espèces séparées, que c'était des colonies de fourmis volantes. Je ne savais pas que c'était des futures reines ou que c'était des sexuées mâles. Je ne savais pas du tout le fonctionnement des fourmis, mais c'est toujours quelque chose qui m'a énormément passionné depuis tout petit. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, partager à vos amis. Comme quoi c'est possible de faire de l'élevage de fourmis, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant et de très enrichissant à faire. Ça demande pas grand chose. Parfois même, si vous vous débrouillez bien, l'élevage de fourmis peut être même 100% gratuit. Et tout ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Allez tout le monde, merci pour votre soutien, merci pour vos messages. Ciao, ciao!